Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. L'ordre mondial ne lui convient décidément pas. Vladimir Poutine l'a récemment réaffirmé dans son discours du 24 octobre. Et c'était pourtant avant de claquer la porte du récent G20. Le point d'extrême tension, vous le savez, reste bien entendu l'Ukraine, d'où reviennent nos envoyés spéciaux. Le Premier ministre ukrainien a affirmé aujourd'hui même exclure toute négociation directe avec les séparatistes pro-russes. Nous avons donc intitulé cette émission « Poutine part en guerre, 3 petits points, froide ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Anne de Tinguy est historienne et politologue, professeure aux langues orientales et aux séries de Sciences Po. Votre dernier livre, Moscou et le monde, est paru aux éditions Autrement. Alexandre Adler est journaliste et historien, spécialiste des relations internationales. Vous êtes chroniqueur sur Europe 1. Votre dernier livre, Le califat du sang, vient lui de paraître chez Grasset. Thomas Gomard est historien, spécialiste de l'espace post-soviétique. Vous dirigez le développement stratégique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Enfin, Isabelle Facon est chercheure à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes une spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe et enseignez la géopolitique de l'Eurasie à Polytechnique. Votre livre « Russie, les chemins de la puissance » est lui édité chez Artege. En préparant l'émission, je réfléchissais un petit peu et je me suis fait cette réflexion. C'est quand même bizarre. En Europe, on aime beaucoup Gorbatchev, que les Russes globalement détestent, et on déteste Poutine, que visiblement les Russes aiment beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Anne de Tinguy? Gorbatchev, là, quand même, beaucoup... mais il y en a un qui a démonté la boutique et il y a l'autre qui ne cesse de réaffirmer qu'il veut la rendre plus grande que jamais. C'est pour ça que je vous fais cette remarque, non? Ça vous... La réponse est déjà contenue. La réponse, tu viens de la faire après la question. Ah, vous me tutoyez, vous, maintenant? Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est de penser à la boutique, ça fait que toutes les limites sont passées. Mais c'est vrai, les Russes ont le sentiment que même s'il fait pas toujours bien, même s'il n'est pas toujours très habile, oui, il est quand même là dévoué à la relance de la Russie comme puissance. Et Gorbatchev a donné le sentiment qu'au fond, il était prêt à tout abandonner, même s'il l'a fait avec beaucoup de courage et d'honnêteté en réalité. Oui, je l'exprime brutalement. Les Russes ne l'aiment pas, et même parmi des gens qui ont des idées libérales, se disent, ben voilà, c'est... Puis bon, il y a ce célèbre dicton, Moscou ne connaît pas les larmes. En fait, on n'aime pas les gens qui perdent. Isabelle Facon. Oui, enfin, sur Gorbatchev qui est apprécié en Occident, je crois que ces derniers temps, il a suscité un petit peu plus de critiques parce que il a aussi défendu un point de vue sur la crise ukrainienne qui n'est pas forcément celui des Occidentaux en général. Mais là où la mise Vous comprenez ce que je veux dire, hein, oui, voilà. Oui, tout à fait. On a une image positive de l'un et l'autre, oui. À chaque fois qu'on parle de lui, c'est en disant que c'est un monstre et un personnage Là où épouvantable. la mise en perspective est intéressante, c'est que Gorbatchev parlait de maison européenne commune et que c'était une des raisons pour lesquelles il plaisait beaucoup en Occident. Même si, sans doute, on a sous-estimé tout ce qui, dans sa politique, visait à la préservation du système soviétique. Bon, et aujourd'hui, ce que l'on constate au travers de la crise ukrainienne, c'est que la création de la maison européenne commune, on en est très très loin et que probablement la crise en Ukraine est le fruit de l'échec, alors là, pour le coup, la responsabilité est certainement partagée, d'avoir réussi à bâtir un système de sécurité européenne équilibré et visible. Thomas Gomard, en fait, je vous interroge sur les vraies ambitions de Vladimir Poutine. C'est qu'est-ce qu'on peut... Moi, je relisais un discours là qui date du 24 octobre. J'ai l'impression qu'il est très clair. Hein. Il nous dit, moi, je veux la Grande Russie. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ah ben ça, c'est certain que le thème de la Grande Russie est une sorte de synthèse entre l'héritage impérial et l'héritage soviétique, alimente le discours de Vladimir Poutine. La comparaison avec Gorbatchev est intéressante parce que pour les Russes, Gorbatchev signifie au fond les années de déliquescence des années 90 qui ont été des années extrêmement difficiles, alors que Poutine correspond à une forme de redressement de la Russie et de réapparition de la Russie sur la scène internationale. Maintenant, dans le discours effectivement que vous mentionnez du 24 octobre, je pense que c'est un discours qui marque à la fois un tournant, qui est à mettre en relation avec un discours qu'il avait prononcé à Munich en 2007, avec une contestation tout à fait frontale du leadership américain. Oui, et donc de l'ordre international, par définition. Hein. Oui, avec comme argument, un double argument qui est de dire que cet ordre international en réalité est une illusion, que depuis 1991, il y a eu un comportement précisément des États-Unis qui a créé plus d'instabilité que
que de stabilité. Et puis un deuxième argument en filigrane qui consiste à dire, à partir du moment où les États-Unis ne respectent pas le droit international, comme ça a été le cas dans les Balkans avec leurs alliés de l'OTAN ou pour l'Irak en 2003, il n'y a pas de raison que la Russie s'y soumette. Je citais Mikhail Gorbatchev, Anne de Tinguy, parce que récemment dans l'Express, on rapportait ses propos disant « Le monde est au bord d'une nouvelle guerre froide ». C'est en partie le titre de l'émission ce soir. Vous percevez ça comme tel ? C'est-à-dire que la guerre froide avait quand même une signification qui était très différente de ce qui existe en ce moment. Notamment, il y avait une dimension idéologique. Rappelons-nous le fameux rapport de force qui devait basculer inévitablement, disaient les soviétiques, en faveur des forces du socialisme. Il y avait une course aux armements qui a été la grande caractéristique de la guerre froide. C'était aussi un conflit global, mondial, avec des compétitions sur tous les continents, y compris dans le tiers-monde. On a aujourd'hui une situation qui est complètement différente. Mais même quand on menace d'envoyer des chars russes en Ukraine, vous pensez que c'est si bénin que ça ? Ah non, j'ai pas dit du tout que c'était bénin. Non, c'est pas du tout bénin. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment était d'une gravité extrême. Simplement, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions que la guerre froide qui a existé grosso modo entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1989. Et la puissance de la Russie que M. Poutine souhaite tellement voir établir et conforter n'est plus du tout celle qui était la puissance de l'Union soviétique. Alors, les objectifs de M. Poutine, on les voit assez bien. En effet, c'est la puissance, cela a été dit. C'est la remise en cause du statu quo. Il ne veut pas d'un retour au statu quo et quand qu'est-ce qu'on appelle le statu quo en arrière? Eh bien, ce sont les équilibres internationaux qui sont issus d'une part de la fin de la guerre froide et d'autre part de 1991. Et on voit bien ce qu'il veut dans l'espace post-soviétique et notamment en Ukraine. Il veut garder l'Ukraine dans une sphère d'influence qui serait dominée par la Russie. Il ne s'y prend pas très bien, c'est le moins qu'on en puisse dire, mais enfin, on voit bien en fait les objectifs qu'il poursuit. On discerne aussi les moyens qui sont utilisés. Ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'où il est prêt à aller. Il est capable d'aller. Et ça, depuis plusieurs mois, c'est la grande question. Et on s'interroge toujours. C'est tout le problème. Mais oui. Comment vous réagissez à cette idée? On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Bon, d'abord, bien sûr, pour dire mon accord, parce que nous étions dans des conflits mondiaux et on a même frôlé à certains moments des catastrophes avec Cuba. Là, nous sommes dans un conflit très pénible, en effet, avec des conséquences très dommageables pour les gens qui en sont les acteurs directs. Mais nous sommes dans un conflit régional. Et un conflit régional entre une puissance qui a disparu, l'Ukraine, car ce pays a disparu dans un trou noir, et puis un pays qui s'est rétabli en effet avec les exportations de matières premières, mais qui n'est pas du tout un pays important aujourd'hui dans la compétition mondiale, peut-être moins que le Brésil, et en tout cas qui aujourd'hui aussi... Vous nous dites que la Russie c'est moins important que le Brésil dans la compétition mondiale? Non, parce qu'il y a les armes nucléaires, mais à part ça... oui, mais enfin, quand vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. C'est ce que disait Talleyrand, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Hein. Et donc, en réalité, je pense que la Russie ne peut pas se servir de ses armes nucléaires, mais qu'elle n'a pas aujourd'hui les atouts du Brésil en matière industrielle et agricole, et que bien sûr le rétablissement a été important depuis 15 ans. Donc elle utilise ses sous-marins pour asseoir sa puissance? Oh, que les sous-marins, c'est quoi? Le Front National? Non, franchement. Non, en l'occurrence, je vous parlais plutôt de ces vrais sous-mariniers. Mais écoutez, ce sont des armes qui avaient une performance remarquable et qui servaient effectivement à mener la guerre froide, c'est-à-dire par exemple avoir des navires puissants avec des missiles très puissants qui pouvaient approcher des côtes des États-Unis et qui annulaient donc la dissuasion américaine. Plus de dissuasion, plus de guerre froide, plus de scénarios de ce genre, c'est bien d'avoir ça, technologiquement parlant, mais il faudrait en faire autre chose. Alors la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de guerre froide, c'est que tout simplement la Russie n'en est pas tout à fait là, et elle est depuis un an maintenant, depuis 6 mois en tout cas, en croissance zéro, avec des difficultés économiques qui ne vont pas s'arranger du jour au lendemain. Poutine le sait, tout ça. C'est la raison pour laquelle il applique ce qu'on lui a appris au KGB,
quand on est en position de faiblesse, comme il est, on fait le fort. Ben oui, on ne cède pas. On ne cède pas, on ne baisse pas les yeux, on ne s'excuse pas. C'est généralement dans ces circonstances qu'on fait des bêtises. Bien sûr, c'est un grand danger. Nous sommes sur chaussée glissante et un coup de volant peut donner des choses très dommageables. Mais en même temps, c'est là où je vais quand même défendre mon client, il faut quand même voir qu'on ne l'a pas aidé à sortir de cette affaire et qu'on continue à ne pas beaucoup l'aider. Les États-Unis ont leur raison à eux. C'est qu'Obama a un congrès républicain maintenant dans les deux chambres et il s'apprête à passer des accords probablement fondamentaux avec les Iraniens, ce que je souhaite. Mais à mon avis, Obama se dit que déjà se prendre de face les sénateurs républicains sur l'Iran, c'est beaucoup, et que par contre, il va leur donner de grandes satisfactions verbales sur la Russie, qui est loin et qui ne compte pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle le sommet du G20 s'est transformé en un tribunal où Poutine était censé venir la corde au cou, il est reparti. Et je ne pense pas que c'est comme cela qu'on fait de la bonne diplomatie. Il n'a donc pas fait le bourgeois de Calais, nous dites-vous. En tout cas, Vladimir Poutine, visiblement, inquiète de plus en plus ses partenaires occidentaux. Il vient de claquer la porte du G20, échappant ainsi notamment au dîner de clôture. Ça prouve qu'on lui a donné une bonne leçon au KGB, puisqu'il les applique et ça marche. L'ordre mondial ne lui convient visiblement pas, ou plus. Le président russe l'a dit d'ailleurs très clairement dans un discours que je citais il y a quelques instants, et où il dénonce l'hégémonisme messianique des États-Unis. Bref, il ne cache plus son ambition de rétablir la Grande Russie, quitte à redorer le blason de l'Union soviétique, ce qu'il fait aussi parfois dans ses discours. On va faire le point sur tout cela avec Maxime Vauthier. Battant le pavé de la place rouge de Moscou, 6000 soldats en uniforme de l'armée rouge libèrent l'Europe de l'oppression nazie dans une commémoration très scénarisée de la Seconde Guerre mondiale. Je suis très fier que l'on puisse montrer librement la puissance que notre armée avait à l'époque et celle que nous avons toujours aujourd'hui. Si l'URSS est officiellement morte en 1991, ce 7 novembre 2014, le Kremlin a donc décidé de raviver la flamme des nostalgiques de la superpuissance du bloc communiste. Un véritable saut dans le passé qui fragilise aujourd'hui certaines ONG comme Mémorial, une association historique, gardienne depuis un quart de siècle de la mémoire des victimes du stalinisme, et aujourd'hui clairement menacée de disparition par le pouvoir. Il y a beaucoup de pression morale. Il y a toutes sortes de publications dans les médias de masse, des publications très agressives. L'atmosphère elle-même est assez mauvaise. Depuis le début de la crise ukrainienne, qui a considérablement tendu les relations entre Poutine et l'Occident, l'ancien agent du KGB se s'est isolé et cherche donc à établir une nouvelle voie face à ce qu'il appelait fin octobre l'hégémonisme messianique des Américains. Peut-être que la position exceptionnelle des États-Unis et la façon dont ils mènent leur leadership est vraiment une bénédiction pour nous tous et que leur ingérence dans les événements du monde entier apporte la paix, la prospérité, le progrès, la croissance et la démocratie. Et nous devrions peut-être seulement nous détendre et profiter de tout cela? Permettez-moi de dire que ce n'est pas le cas. Absolument pas le cas. C'est dans ce contexte un peu tendu que Vladimir Poutine a foulé la semaine dernière le tarmac australien pour le grand rassemblement du G20. Certains chefs des gouvernements, comme François Hollande, lui ont réservé un accueil glacial et ont abordé poliment les thèmes qui fâchent. Il faut faire tout notre possible pour minimiser les risques et les conséquences négatives pour notre relation bilatérale. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent et nous avons un devoir, c'est de régler les crises qui se produisent en Ukraine. D'autres, comme le président Obama, ont pris la parole plus fermement pour menacer. S'il continue à suivre ce chemin, à violer le droit international, à fournir des armes lourdes aux séparatistes en Ukraine, à violer un accord sur lequel il s'est engagé il y a quelques semaines, l'accord de Minsk, qui aurait permis de faire chuter la température et le nombre de morts dans les zones disputées pour ouvrir la voie à des solutions diplomatiques, alors l'isolement que la Russie connaît actuellement se poursuivra.
Mis au banc des accusés par la communauté internationale, Poutine a donc choisi la politique de la chaise vide pour le dernier dîner du G20, prétextant un bon coup de fatigue. Il y a 9 heures de vol jusqu'à Vladivostok et encore 9 heures jusqu'à Moscou. Ensuite, on doit retourner dans nos maisons et lundi reprendre le travail. Alors on mérite bien au moins 4 ou 5 heures de sommeil. Si Poutine a tourné les talons aux partenaires américains et européens, c'est qu'il a probablement d'autres idées derrière la tête. Il y a quelques semaines, il était en Serbie pour commémorer la libération de Belgrade de l'occupation nazie. Un moyen pour lui de se rapprocher encore un peu plus d'un pays candidat à l'entrée au sein de l'UE et d'entraver encore le processus européen. Poutine a besoin de la Serbie et des Balkans. Il a besoin de montrer à son public que le processus européen en cours n'avance plus aussi bien que par le passé et que sa politique étrangère trouve un écho dans cette partie du monde. Isolé à l'ouest, Poutine continue donc de prospecter à l'est de l'Europe pour assouvir ses rêves de Grande Russie. Alors j'ai évidemment beaucoup de questions à vous poser. On va commencer par une question de téléspectateur. Poutine est-il le dernier avatar de la Russie soviétique? On peut tenter de répondre à ça? Soviétique, il l'est un peu. Mais s'il avait vraiment l'esprit soviétique, il n'oserait pas humilier comme ça les Ukrainiens. Parce que quand même, dans l'esprit soviétique, il y avait des choses grotesques, il y avait des choses malencontreuses. Par exemple, la vie quotidienne n'était quand même pas brillante. Mais au moins, il y avait quand même un certain esprit de fraternité entre toutes les nations, qui bien sûr était de tout ici ou là contredit par la vie pratique, mais quand même, c'était l'idée. C'est que tout le monde faisait partie d'un seul ensemble, un seul pays. Pas bien sûr les Baltes, pas peut-être certainement pas les gens de démocratie populaire, mais les Ukrainiens et les Russes, oui. Et là, il est en train de laisser faire des idéologues qui présentent les Ukrainiens comme une bande de fascistes, d'abord au service du nazisme, et aujourd'hui, bien sûr, des Américains. C'est irresponsable, c'est-à-dire qu'il est en train de créer une nation ukrainienne avec un sentiment d'humiliation et d'abandon, alors qu'il pouvait se l'éviter. Et cela, c'est pas soviétique. Mais bon, en même temps de cela, oui, il a des traits qui ont été formés à cette époque, et il a la nostalgie de la puissance, c'est sûr. Maintenant, tout Russe sainement constitué voudrait quand même que la Russie revienne sur le devant de la scène un petit peu. Et c'est pas la grande Russie, c'est quand même pas si grave que ça. Il veut simplement que la Russie soit respectée, elle ne l'est pas aujourd'hui. Thomas Gomard. Ce qui est très difficile, c'est que nous sommes en train de nous focaliser très fortement sur la personnalité de Poutine. Oui. Alors même que la Russie a connu des... C'est quelqu'un qui inquiète les gens. Enfin, oui, bien sûr. Et avec des raisons objectives. Mais je pense qu'il y a, si vous voulez, de plus en plus une question russe qui est en train de revenir et un problème Poutine qui est en train de se poser. Question russe, problème Poutine. Voilà, et qui en même temps doit nous conduire, à mon avis, à utiliser effectivement l'analyse historique, l'importance de l'héritage soviétique. Votre reportage le montre très bien. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on mesure mal en Europe, c'est le poids de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Le fait que la Russie se considère comme 26 millions de morts. Donc il faut se rendre compte de ce que ça représente. Sans mauvais jeu de mots. Ça sera très présent dans nos reportages tournés en Ukraine. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Et en même temps, si vous voulez, la Russie est un pays qui s'est transformé de manière extrêmement spectaculaire depuis 1991. C'est le règne d'une forme de capitalisme débridé qui prend des tournants de capitalisme autoritaire. Donc, c'est à la fois juste de parler de reste du soviétisme, mais en même temps c'est très trompeur. Et je pense qu'il faut arriver à la fois à comprendre les trajectoires historiques qui conduisent au comportement de Poutine, tout en appréciant aussi la transformation qu'a connue la Russie depuis 2 décennies. Le sous-entendu de la question, c'était est-ce qu'on en a fini avec la Russie soviétique? Parce qu'en plus, c'est un mode de pensée qui n'est pas du tout anormal, même historiquement. On doit penser à ce qu'a été cette puissance, et c'est normal que nos téléspectateurs nous interrogent là-dessus aussi, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est quand même très frappant, c'est qu'on a eu un déclin très fort de la Russie, et notamment un déclin militaire dans toutes les années 90. Or,
Un parallèle qu'on peut faire avec la période soviétique, c'est que depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, il y a une relance très significative de la dépense militaire russe. Bon. Alors, ce n'est pas du tout dans les proportions de l'URSS, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, la Russie est la 3e dépense militaire du monde, après les États-Unis et la Chine. Et donc ça, en trajectoire, ça veut dire quelque chose, effectivement, en termes de volonté de puissance. Et c'est constant. Oui, c'est constant et c'est de manière... La trajectoire, justement, c'est ce qui... Voilà. Alors, pendant ce temps-là, les Européens font ça, et la Russie fait ça. Donc, il y a un moment ou un autre, ça crée des décalages qui, à mon avis, expliquent en partie la situation actuelle. Anne de Tinguy. Les Russes n'ont pas envie d'en finir avec l'Union soviétique dans le domaine de la puissance, puisque la référence à la puissance joue un rôle très important pour la société russe, et que c'est le souvenir qu'ils gardent de l'Union soviétique. Ils n'ont aucune envie de revenir à l'Union soviétique, et Alexandre Adler rappelait les problèmes de consommation, de distribution, tout ça c'est oublié depuis très longtemps, et bien sûr ils ne veulent absolument pas revenir à un système de ce type-là, ni même au point de vue idéologique. Mais par contre, tout ce qui tourne autour de la puissance est pour eux très important. Et les sondages d'opinion qui sont faits montrent qu'il y a une majorité de Russes qui disent regretter l'Union soviétique, et plus intéressant même, qui disent qu'en fait l'effondrement n'était pas inévitable. Et ça, ce sont des sondages qui sont tout à fait récents. Et d'autre part, le reportage que vous avez montré, qui était très intéressant à maints égards, notamment sur la question de la Seconde Guerre mondiale, dont on vient d'évoquer. C'est un sujet qui est très, très présent dans le discours de Poutine. Poutine soigne beaucoup les historiens. Il a réuni les historiens à plusieurs reprises, les professeurs d'histoire, en 2007, et il y a encore quelques semaines, pour leur expliquer qu'ils avaient une mission, un rôle à jouer. La guerre est aussi culturelle. C'était d'expliquer aux jeunes qu'ils devaient être fiers de leur pays. Et fiers de leur pays, eh bien, l'exemple qu'ils donnent le plus souvent, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où l'Union soviétique est au pic de sa puissance, c'est le moment où elle a apporté une contribution très importante à la victoire sur le nazisme. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire. Il y a quelques instants, on évoquait l'armement. Alexandre Adler vient de nous dire, finalement, les Russes, d'abord, ils demandent à être respectés et à être considérés comme une puissance, quel que soit leur niveau, à être considérés comme une puissance. Mais est-ce que ce que vous venez de nous dire, notamment sur les sondages d'opinion, est-ce qu'on sait, par exemple, si les Russes aujourd'hui sont prêts effectivement à une guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils y sont favorables? Mais non, mais pas du tout. Dites-le, parce que c'est important. Mais non, ils ne sont pas favorables à une guerre en Ukraine. Et en fait, ce que les enquêtes d'opinion montrent très clairement, c'est qu'il y a un très très fort soutien, vous l'avez rappelé, à la politique de M. Poutine, y compris à la politique de M. Poutine en Ukraine. Le rattachement de la Crimée ne s'appelle pas une annexion, ça s'appelle un rattachement du point de vue de la Russie, et c'est approuvé à une très forte majorité. Mais par contre, il y a une question où là c'est une hostilité totale, ce sont d'une implication militaire en Ukraine, dans le Donbass. Et c'est même d'ailleurs tout à fait étonnant, parce qu'en réalité l'implication militaire elle existe déjà depuis très 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 longtemps. Mais quand on interroge les gens, non, ça n'est pas. Là, il y a une hostilité qui est très 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 marquée. Vous avez montré une image, pardon. Je reviens vers vous dans un instant. Isabelle Facon. Oui, sur les Russes qui ne sont pas du tout favorables à une intervention militaire, à une opération militaire, oui. C'est tout à fait clair. Tous les sondages le montrent. Je pense que Poutine lui-même n'est pas favorable à une intervention militaire, à une guerre avec l'Ukraine, dans le sens où il y aurait un déploiement massif de matériel et d'hommes pour noyauter les territoires concernés de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Mais là où on a un problème... il descendrait dans la rue pour protester, parce qu'on vient de voir que même les ONG sont menacées dans ce pays. Dans la mesure où c'est probablement pas le projet de Vladimir Poutine que d'envahir véritablement l'Ukraine, je pense que la question se pose pas forcément nécessairement en ces termes. Et d'ailleurs, si on regarde du côté de certaines déclarations de militaires russes, on voit bien aussi qu'ils mesurent tous les risques d'une véritable invasion des territoires de l'Est de l'Ukraine et du Sud de l'Ukraine, sachant qu'encore une fois, on ne peut pas éviter tous les dérapages. Là où sur le plan militaire, on a un souci et où on a un petit peu des souvenirs qui nous remontent de la guerre froide et de la période
période soviétique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vols de reconnaissance d'avions russes qui vont à la limite de l'espace aérien de l'OTAN, que du côté de l'OTAN, on est bien obligé de faire une réaction et il y a de plus en plus d'incidents ou de manquer de peu entre forces russes et avions de l'OTAN. Et on a là le risque d'une escalade militaire qui ne serait pas du tout volontaire, mais qui est un risque d'escalade des tensions entre Russie et Occident. Vous voulez dire qu'on se frôle, on se frôle à coups d'avion? Un petit peu quand même actuellement à coups d'avion. Et fréquemment. Et à coups de capacité militaire. C'est typiquement le genre de truc qui peut toujours mal terminer. Alors, voilà, moi je pense que c'est un peu, on a dépassé ce stade-là, c'est-à-dire que ce sont des violations très régulières des espaces aériens de certains pays de l'OTAN et de pays neutres, notamment ceux de la Finlande et de la Suède. Et effectivement, je crois le terme a été utilisé par Anne de Tinguy, d'extrême gravité. Je pense qu'on est dans une situation où il y a un cocktail qui permet toutes les mauvaises interprétations des uns et des autres. Et ça, historiquement, parfois volontairement, c'est toujours très dangereux, en effet. C'est-à-dire qu'on a une attention médiatique, politique aujourd'hui en Europe qui est focalisée sur l'État islamique pour des raisons parfaitement compréhensibles, peut-être au détriment de la gravité de ce qui se passe en Ukraine. À la lumière de ce que vous venez de dire, simplement, s'il y a un avion qui va au tapis, qu'est-ce qui se passe? On s'excuse et on rembourse? Ça dépend comment ça se passe. Et après, il y en a déjà au mois de juillet. Oui, on est d'accord. C'est arrivé entre les Américains et les Chinois. Ça donne de fortes tensions dans la communication internationale. Mais à un moment donné, bien non, on ne va pas avoir une guerre entre la Suède et la Russie. On aura encore moins une intervention américaine massive. Mais effectivement, s'il y a vraiment un incident, on pourrait avoir le déploiement de centaines d'appareils américains en Pologne, depuis la Pologne jusqu'à l'Estonie. C'est pas heureux non plus. Mais je pense qu'on évitera cela. Je pense que Poutine applique ce qu'il a toujours appris. Il faut maintenant se faire entendre, il faut faire peur, il faut créer un climat un peu de déstabilisation. Parce que sinon, on va négocier la tête basse. Mais pour l'instant, son idée, c'est de négocier. D'ailleurs, il veut faire peur à Obama, mais pour l'instant, c'est surtout les Européens qui l'inquiètent, je sais pas, non? Oh, les Européens ne l'inquiètent pas vraiment, parce qu'il sait très bien combien les Européens ne veulent pas de guerre. Et combien, en plus... Merkel vient officiellement de s'inquiéter pour la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. Elle délire, Angela? Non, elle ne délire pas. Moi, je crois pas. Elle ne délire pas en ce sens que, la Moldavie, ce n'est pas vraiment une menace très grande, encore que la Transnistrie, la petite enclave, soit là. Les Serbes ont des appétences russes. Ce qu'elle voit, c'est que, du coup, Poutine est en train de penser, de méditer des contre-offensives, des coups fourrés dans ce qui était une région où les Européens étaient à peu près libres de faire ce qu'ils voulaient, y compris en Serbie, malgré la puissance du sentiment pro-russe en Serbie. Les Russes aussi utilisent beaucoup les Bulgares maintenant au Parlement européen. Bref, ils tapent comme ils veulent et ils dépensent aussi sans compter pour renforcer tous les partis anti-européens. Le Front National, dont nous avons parlé, mais le Parti de l'Indépendance en Grande-Bretagne et tous les autres, y compris d'ailleurs le gouvernement hongrois qui est mal vu aujourd'hui par la Commission européenne, sont courtisés parce que Poutine leur montre, vous essayez de déstabiliser entièrement le type d'organisation que j'essaie de faire en Eurasie, eh bien moi, je peux vous montrer que nous pouvons aussi vous créer plein de problèmes, idiots d'ailleurs, dans l'Union européenne. Vous n'êtes pas si fort que ça, l'euro n'est pas si stable que ça, etc. Bon, tout ça, ce sont des menaces, mais qui ne sont pas destinées à aller jusqu'au bout, car les catastrophes pour la Russie sont évidentes dans cette lignée. Mais pour l'instant, il veut se replier en bon ordre en annonçant qu'il a rempli une grande victoire. Ça c'est dangereux, en effet. Je vous laisse réagir, Thomas Gomard. Et juste une question, parce qu'on ne va pas tarder à partir en Ukraine avec nos envoyés spéciaux. Mais combien de temps peut-il se maintenir au pouvoir légalement et de façon constitutionnelle? C'est quand même une... 2024. Il peut aller jusqu'en 2018 au terme de ce mandat, et ensuite qui est renouvelable. 10 ans de Poutine, c'est possible? Oui, 2024, oui, bien sûr. Alors, vous trouvez ça rassurant? Vous savez, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre que Poutine pense maintenant la génération Poutine. C'est-à-dire qu'il veut exercer le pouvoir pendant 25 ans et il veut rentrer dans l'histoire russe au même titre que Pierre, Catherine, Brejnev. Voilà, c'est ça son objectif. L'obsession de Poutine, c'est pas du tout le jugement des Occidentaux. C'est la trace, la marque qu'il reste. Sa place dans le cœur russe. Absolument, c'est ça. C'est pour ça qu'il cajole les historiens. C'est ça qu'il absolument. Je pense qu'effectivement, cette attention portée aux historiens doit être notée. Un mot, si vous permettez, sur l'aspect militaire. Je
pense qu'il faut chasser de nos esprits l'image d'une guerre froide au sens où des chars russes déferleraient sur les plaines européennes. Oui. Il y a d'autres manières de faire la guerre. Ce qu'on appelle la guerre non linéaire, la guerre hybride, c'est-à-dire c'est un mélange de différents types d'actions avec une composante médiatique très forte. Et c'est la différence entre une guerre et une guerre froide. Mais une guerre froide, c'est des tensions permanentes. Alors, c'est peut-être ce qu'appelait il y a quelques instants Alexandre Adler des coups fourrés. Et c'est là où je vous fais juste remarquer qu'on ne sait jamais comment ça se termine. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle, en termes beaucoup plus classiques, une guerre limitée. C'est-à-dire, rappelez-vous, après l'annexion de la Crimée au mois de mars, nous étions à dire, notamment sur ce plateau, il va s'arrêter là. Oui. Bien non, il ne s'est pas arrêté là. Et donc, oui. Il faut prêter une attention très forte à ce qui se passe dans les pays baltes, il faut prêter une attention très forte aux élections en Moldavie. Et effectivement, il y a un certain nombre de signaux qui, de ce point de vue-là, sont très préoccupants. Et vous venez de nous dire que ça peut durer encore 10 ans. Oh, ça peut durer, oui. Ça peut aussi. On peut aussi essayer d'être plus optimiste. C'est la question de se poser, c'est comment on récupère la Russie, comment on la remet dans une grammaire commune. Il y a quand même deux facteurs qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier que Isabelle Facon a souligné, c'est que l'opinion russe ne veut en aucun cas que le sang coule à flot en Ukraine. Et à ce moment-là, à un moment donné, après avoir été enthousiasmé par la récupération pacifique de la Crimée, l'opinion peut se retourner, comme on l'a vu à de nombreuses reprises, dans ces conflits de la guerre froide. L'autre, c'est que les intérêts économiques de la Russie ne sont pas frappés de plein fouet par les sanctions, qui sont encore légères, mais enfin, un certain nombre de gens qui comptent et qui sont proches de Poutine commencent à s'inquiéter. Ça fait des mois qu'on dit ça. Écoutez, aujourd'hui, nos amis britanniques continuent à nous menacer parce que nous voulons vendre finalement ces bateaux, s'en débarrasser, mais eux n'ont pas fermé les vannes de tout l'argent russe. Il y a une fuite des capitaux actuels qui arrive à la City de Londres tous les jours. Et on croise beaucoup de Russes à Londres. Si des sanctions sont prises sur le plan financier à Londres, les aspects, les retombées sur le système, tout le système économique russe sont considérables. Où vont-ils se procurer les devises? Comment vont-ils vendre un certain nombre de choses dans le monde? Tout est substituable. Mais enfin, ils ne le voient pas ça, avec beaucoup d'enthousiasme. Et Poutine donc sait qu'il doit utiliser le maximum de temps pour marquer le maximum de fermeté. Mais je ne crois pas qu'il soit complètement aveugle aux conséquences de ce qui se passerait si votre description devait se traduire dans la réalité. Parce que là, évidemment, à un moment donné, on se fâcherait. Et c'est ce qu'Angela Merkel essaie de lui dire, vu la puissance de l'Allemagne dans l'économie russe. Elle essaie de lui dire, ils ont envoyé Steinmeier, le vieux copain, l'homme à tout faire de Gerhard Schröder, pour lui dire non, maintenant ça suffit, ça suffit. Et évidemment, la chance que nous avons, c'est qu'Angela Merkel, étant une Allemande de l'Est, a gardé une expérience cuisante de la présence soviétique et elle a plus d'expérience des Vous voulez dire qu'elle est lucide d'autres. Non, je ne dis pas ça, non. Je ne dirais pas jusque-là, mais je dirais en tout cas qu'elle ne s'en laisse pas compter. Un mot parce qu'il faut qu'on parte à Kiev. Oui, avant qu'on parte à Kiev, quand même, pour dire qu'on est déjà copieusement fâché avec les Russes, notamment parce que le sang a déjà coulé, rappelons-le. Le conflit du Donbass, à l'heure actuelle, ça représente quelque chose comme 4000 morts. 4000 morts. Et que parmi ces morts, il y a aussi des Russes. C'est-à-dire qu'il y a des cercueils qui reviennent en Russie. Généralement, comme c'est une guerre qui est niée par le pouvoir russe, Vladimir Poutine, envers et contre tout, continue à dire qu'il n'y a pas d'implication militaire de la Russie, ce qui est complètement faux, mais ça c'est avéré par de très 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 nombreux témoignages. La question du sang est une question qui déjà se pose et pourrait davantage se poser. Alors il y a un autre point qu'il faut quand même souligner, c'est que les armes parlent, elles ont parlé, elles continuent à parler, mais la riposte occidentale, je veux dire, là, ce n'est pas du tout pour le regretter, mais il faut le constater, la riposte occidentale, elle est politique. Et tous les responsables politiques européens et les États-Unis ont bien dit à maintes reprises que la riposte ne serait pas militaire, parce que dans la vie moderne d'aujourd'hui, la guerre n'était pas une réponse qui pourrait être souhaitable et efficace. Direction Kiev maintenant, où le sentiment anti-russe, vous allez le voir, est aussi fort que la crainte suscitée par Vladimir
Vladimir Poutine. Un an après l'anniversaire de la révolution de Maïdan, le climat de la capitale ukrainienne est celui d'une veillée d'armes. On envoie des vivres sur le front, on accueille les réfugiés et surtout on affirme être prêt à se battre. Sur place, le reportage de Laurent Hirsch et Mathieu Vibo.